Merci d'être avec nous pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. La résurgence du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo a été au menu des discussions entre le président de la République démocratique du Congo et le président du Congo-Brazza. Félix Tshisekedi, qui a séjourné pendant 2 jours à Brazzaville, a fait part à son homologue Denis Sassou Nguesso du soutien remarqué du Rwanda au groupe rebelle M23 qui terrorise la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont par la suite tenu une conférence de presse. Esther Siamouni pour les détails. Pendant le tête-à-tête, Félix Tshisekedi a longuement échangé avec son homologue Denis Sassou Nguesso au sujet de la crise entre la RDC et le Rwanda. Pendant la conférence de presse, le président de la République a rappelé sa vision et sa politique dans la sous-région. Mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Le président de la République démocratique du Congo a pour sa part appelé les deux pays à l'apaisement. J'ai discuté de ces questions, la relation entre la RDC et le Rwanda avec le président Joao Lourenço, qui est président en exercice de la CIRGL. Et ensemble, nous avons pensé que tout devrait être mis en œuvre pour ramener. Les accusations sur l'implication du Rwanda dans les attaques de M23 dans l'est de la RDC se font de plus en plus explicites. Mais la diplomatie oblige au président Félix Tshisekedi de prioriser la paix, la fraternité et la solidarité. Une accalmie règne dans le territoire de Rutshuru après d'intenses combats ce matin entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 à Ishangi. Selon le porte-parole de l'armée dans la région, les forces armées de la RDC ont repris les contrôles de la situation après cette attaque. La suite en images. Selon les sources officielles, cette reprise des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 fait suite à une menace de ce groupe armé sur les positions des FARDC. L'armée régulière a riposté sévèrement à Ishangi jusqu'à faire fuir tous les rebelles du M23 sur cet axe. L'armée loyaliste assure désormais le contrôle de toute la situation à Mikeno, toujours dans le territoire de Rutshuru, affirme le porte-parole de l'armée dans la région, le colonel Guillaume Djike. Comme vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi. Derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc encore une fois de plus, c'est lundi 6 juin, nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Rutshuru. Pour parer à toute éventualité, l'armée congolaise a renforcé sa présence dans les territoires de Rutshuru. Et les forces armées de la RDC, à travers un communiqué rendu public ce lundi, informent l'opinion que des obus des canons tirés par les terroristes du M23 sont tombés ce lundi matin aux alentours de la position de l'armée régulière à Bouboussa, en territoire des Jomba. Nous sommes là, en territoire de Rutshuru, un groupement des Jomba au nord Kivu. Et le bilan de cette attaque fait état de 2 militaires tués et 5 blessés. Selon ce communiqué des FARDC, l'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le Rwanda apporte au M23. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Défense, continue à suivre de près la situation qui prévaut dans les territoires des Rutshuru. L'exécutif central a mis à pied d'œuvre tous les moyens pour soutenir les forces armées de la RDC sur le plan logistique. Suivez le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par Patrick Ngou. À son tour, le ministre de la Défense nationale est revenu sur la situation sécuritaire dans les zones opérationnelles
dans l'étendue du territoire congolais. Il s'est spécifiquement penché sur les récents développements avec les affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements terroristes du M23 appuyés par les RDF. Le ministre de la Défense a assuré que les services veillent sur la menace ouverte contre la République démocratique du Congo par le Rwanda sous la couverture des terroristes des M23 que ses forces de défense appuient dans les hauteurs des monts Tchanzu, Runyonyi et Sabinyo dans les territoires de Rutshuru. Pour parer à toute éventualité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur présence dans cette partie du pays. Le gouvernement va également initier un contrôle rigoureux pour réguler l'impact de la sous-traitance au sein des entreprises œuvrant en République démocratique du Congo dans les secteurs miniers. Suivez à ce sujet le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par votre rédaction. Au regard de difficultés notées dans les différents rapports sur la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance, le président de la République a de la résistance de certaines entreprises donneuses d'ordre principalement dans les secteurs miniers. Malgré le fait que le taux d'accès au marché des sous-traitances ait connu une augmentation statistique sur les 2 dernières années, cette augmentation semble être purement numérique et ne se traduit pas en termes de volume d'affaires confiés aux sous-traitants à capitaux congolais. Tirant les conséquences de ces constats, le président de la République a encouragé l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP de procéder dès la semaine prochaine à un contrôle rigoureux des activités des sous-traitances commandées par les entreprises donneuses d'ordre et d'appliquer, les cas échéants, la sanction ultime de fermeture administrative momentanée de toute entreprise récalcitrante, telle que prévue dans l'article 28 de la loi sur la sous-traitance. Le chef de l'État a invité toutes les autorités concernées par la mise en œuvre de cette sanction, notamment les gouverneurs de province, de collaborer, chacun dans la limite de ses compétences avec les instances judiciaires et d'établir une synergie permettant à l'ARSP d'accomplir ses missions afin d'assurer la promotion des entreprises à capitaux congolais et de faire émerger une classe moyenne dans notre pays. Tout à fait autre chose, le roi Philippe de la Belgique est attendu ce mardi 7 juin 2022 en République démocratique du Congo. C'est un périple qui prendra près d'une semaine au roi des Belges dans le pays de Félix Tshisekedi. L'hôte du président de la République entamera des tournées pour rapprocher davantage le Congo à la Belgique dans le cadre d'une coopération relancée depuis 2019. La suite en images. La visite officielle du roi de Belge en RDC durera 6 jours et se déroulera en 3 étapes. D'abord, le chef des Belges va prononcer un discours mercredi à Kinshasa lors d'une cérémonie avec le président Félix Tshisekedi où il va aussi procéder à la décoration à la plus haute distinction du dernier ancien combattant encore vivant, Albert Kounyoukou. Puis le vendredi, le roi sera face aux étudiants de l'université de Lubumbashi pour un discours également. Une référence au passé colonial est aussi prévue. La dernière étape de son périple en RDC consistera à visiter la clinique du gynécologue de Nimukwege à Bukavu le 12 juin pour témoigner de sa solidarité auprès des populations meurtries, notamment les femmes victimes de viols. Cette visite du souverain belge en RDC va renforcer les relations bilatérales entre la Belgique et la RDC, relancées en septembre 2019 par le président Félix Tshisekedi. Changeons de chapitre, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central est déchu de ses fonctions. C'était à l'issue d'un vote organisé après le dépôt de 2 pétitions par les députés provinciaux. Jérôme Montouoma est reproché d'incompétence. Esther Siamouni nous en parle dans ce récit. Tout est parti des 2 pétitions déposées par 4 députés provinciaux du Kasaï central le 2 juin dernier visant la déchéance du président de cet organe délibérant et son rapporteur. Jérôme Montou, l'élu de Luisa, invité pour éclairer la lanterne des députés pétitionnaires, s'est vu être déchu de sa fonction du président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Malgré le moyen de défense présenté, le président déchu n'a pas pu convaincre les élus provinciaux. Toutes les démarches menées dans le sens de dissuader les pétitionnaires sont restées sans succès. Rappelons que
Jérôme Moutou a accédé à cette fonction en octobre 2021 et quitte ces jours la présidence de cette institution provinciale à l'issue du vote dont 21 députés sur 24 ont voté pour sa déchéance. Et de son côté, Bob Kayombo, rapporteur de l'organe délibérant qui était aussi visé par une pétition de déchéance, a démissionné avant le déroulement de la plénière. Et en page internationale au Nigeria, un massacre a été enregistré pendant le déroulement de la messe dédiée à la Pentecôte. Les assaillants ont pris d'assaut une paroisse de l'église catholique et ont pu tuer plusieurs dizaines de fidèles de cette église dans le sud-ouest du Nigeria, précisément dans la ville d'Ao. Cette célébration de la Pentecôte a été transformée en malheur pour les fidèles de l'église d'Ondo. De nombreux fidèles catholiques ont perdu la vie, tandis que d'autres ont été blessés dans l'attaque, a déclaré le porte-parole de la police de l'État, Iboukoum Ondulami. Les assaillants armés de fusils et d'explosifs ont réussi leur coup. Les survivants sont sous le choc, comme Jude Arogoudad, évêque catholique du diocèse d'Ondo. C'est absolument incroyable que quelqu'un vienne et ait l'intention de tuer tout le monde. Ceux qui s'enfuyaient se faisaient tirer dessus de l'extérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur se faisaient tirer dessus de l'intérieur. Ils ont jeté de la dynamite pour faire sauter l'autel jusqu'au sanctuaire. Le pape François a fait part de sa solidarité avec les victimes. Le souverain pontife a appris l'attaque survenue à l'église d'Ondo, au Nigeria, et la mort de plusieurs dizaines de fidèles, dont de nombreux enfants, pendant la célébration de la Pentecôte, a indiqué le service de presse du Vatican dans un communiqué. Alors que les détails de l'incident sont en train d'être clarifiés, le pape François prie pour les victimes et pour le pays douloureusement affecté lors d'un moment de célébration et les confie au Seigneur afin qu'il envoie son Esprit Saint pour les coller, a-t-il rajouté. Jusque-là, le bilan précis n'est pas encore donné. Agir pour protéger les enfants, voilà le fondement même de la déclaration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression célébrée chaque année par les Nations Unies. Et à ce propos, FM Télévision a rencontré dans les rues de Kinshasa un enfant ayant fui le toit parental en raison de l'agression. Reportage Esther Siamoueni et Florent Okita. Les enfants partout à travers la planète n'ont pas tous la même chance. Il arrive que certains d'entre eux soient victimes d'agressions. En cette journée des enfants victimes innocentes de l'agression, les Nations Unies veulent bannir les violences que subissent des milliers d'enfants. En RDC, la majorité des enfants sans toit, qu'on appelle communément enfants de la rue, s'y retrouvent les longs de route en train de mendier et voler, ont été victimes d'agressions sous différentes formes, comme c'est le cas des petits gens, 13 ans d'âge, sans refuge aujourd'hui. Maman qui n'est pas con, ce que va y avoir de chicken dans la bande. Maman n'y a pas la gâteau, n'y a pas la pour bien gagner la bande. Le mec n'est pas qui m'a dans. Bien qu'il ne soit pas enfant de la rue, Merdi, indigné de ce qu'il observe au quotidien, appelle les parents et tous les tuteurs d'arrêter de maltraiter les enfants. Biso tozaki na pota koyata bino lukaki biso toye na mokili ya boye komi be bana bakoma kolela libanda beza passe bino bapara bozwa bana bino a charge bozwa baba ndako batanga classe loko anga pe nazotanga classe. Il est important de penser aux enfants qui souffrent. Le mieux est d'agir pour les protéger, les encadrer et lutter pour que ces enfants du monde entier vivent sans crainte. En société, le panier de la ménagère devient de plus en plus intenable suite à la montée en flèche des prix des biens de première nécessité, une situation qui pénalise les vendeurs mais aussi les acheteurs. Suivez leur cri de détresse dans ce reportage de Fifi Kalumbo et Gelor Mouya. Le panier de la ménagère souffre de l'instabilité due à la hausse du prix des produits de première nécessité actuellement. Au marché Matete, les commerçants crient au secours. Les lots pour 150, lobby 160, tout comme on a souka. Mon qui est comme une souka changement exact. Pas tout besoin souffrir. Aux anambons il y a 5 sacs. Lobo yebo et qui comme une 2 sacs. Donc souka wam.
Plus les prix augmentent, plus les clients sont réduits et moins on réalise des bénéfices. Voilà les réalités détaillées vécues au quotidien par les revendeurs du marché Matete. yeba kodeminya bineza la pena muke mena minito tale kolo na kata ndako bosala katizi pen bokolia kome bikolo papa biso to ba to million te to simba ba million wana te kaka na sima na yota musula ko simba me boyo la biso mawa mafuta mbila ata tuka 7000 papa to bi bande ata mafuta wana ndio to so pokaza kilo ngoto so msuba pa 500 francs. Oui, ça qu'on a dit, on va n'a pas si coup de poing, nous pourrons au moins les autres qui nous ça peut faire ça, est-ce que on va revenir, d'autant que ça pas nous donner donc souffrir. Au-delà de la flambée des prix des produits de première nécessité, l'insalubrité du marché Matete également ralentit l'opération de vente. Ce qui est sûr, le marché Matete souffre de plusieurs maux qui nécessitent l'œil des décideurs. Prudence oblige pour toute personne qui traverse le pont Rail Kabassélé situé sur l'avenue du Flambeau dans la commune de Barumbu. Les fissures qui ont apparu sur cet ouvrage rendent ce point sur le point de tomber. Suivez ces reportages de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Ici, le danger reste permanent à 1 mm près. Ce pont peut s'écrouler à tout moment car présentant des fissures un peu partout. Quoi de plus normal que la population éprouve des inquiétudes. D'ici jusqu'au pont Bralima, le pont est complètement impraticable. Samedi dernier, le ministre de Transport et son collègue des ITP, qui sont passés par ici, ont résolu de délocaliser la population environnante pour réhabiliter ce pont. Chose que cette dernière rejette en bloc, car n'ayant pas où aller. Suite à cette décision de nous délocaliser ici, que l'État nous cherche un endroit où aller, qui ne vienne pas nous brusquer. Avec des enfants, où irons-nous? Si les autorités ne veulent plus de nous ici, qu'ils nous trouvent un autre endroit, car nous ne pouvons pas dormir dehors avec les enfants. Construit depuis l'époque coloniale, soit en 1935, ce pont n'a jamais subi d'entretien, à en croire les habitants de la région. C'est depuis 2010 qu'il a été interdit d'utilisation, une mesure sans impact jusqu'alors. Un autre danger à craindre, c'est au quartier Mbanzalemba dans la commune de Lemba où des têtes d'érosion ravagent des habitations. La population de ce coin de la capitale sollicite l'implication des décideurs afin d'arrêter cette érosion. Encore une fois, Monica Makaba et Absalom Koubelana. Les habitants de Mbanzalemba vivent dans une situation très critique depuis plusieurs années, notamment face à cette érosion qui ne cesse d'emporter leurs maisons, avec entre autres ces récentes pluies. Les populations de ce coin déplorent l'état des choses. Il y avait une maison juste à côté ici et de l'autre rive aussi une. Mais une forte pluie qui s'était abattue récemment a emporté les deux maisons. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de nous venir en aide pour ce ravin. Par ailleurs, d'autres expliquent qu'il y avait des travaux qui avaient commencé, mais qui n'ont jamais abouti à un résultat concret. Par contre, ces travaux ont encore facilité la gravité de l'érosion. La population veut que cette route qui relie les deux quartiers soit fluide pour les motos et véhicules. Ils avaient fait un projet pour nous construire une route goudronnée, mais nous-mêmes nous avons fait des efforts d'enterrer des fers et des pneus pour stopper ce ravin. Les gens sont venus raboter et jeter du sable sans aucun résultat. Quand la pluie est venue, elle a emporté plusieurs maisons. Je lance l'appel aux députés et aux autorités. Quand les gens souffrent, c'est le temps de leur venir en aide pour que ce ravin prenne fin. À partir d'ici, il y en a d'autres encore ici à Mbanzalemba. Rappelons que c'est depuis belle lurette que ce quartier vit dans des conditions où plusieurs têtes d'érosion menacent les routes et des maisons, occasionnent même des pertes en vie humaine.
En sport, les membres de la fédération de karaté Kyokukushin ont procédé à l'évaluation à mi-parcours de toutes leurs activités. C'était en présence du président d'honneur de cette discipline, Maître Malou Abili Cléophas. La rencontre s'est soldée par la remise des indices documentaires de cette discipline au dojo d'Engalema. Reportage Lionel Ngolo et Florent Okita. Le karaté Kyokushin ne sera plus comme avant car il se fait désormais capable d'assurer son avenir. À l'issue d'une cérémonie de remise de quelques matériels pour le relancement du dojo Ngaliema, la Fédération congolaise de karaté Kyokushin était chez le président honoraire, je cite, Maître Maloua Cléophas Billy pour une évaluation afin de propulser cette discipline qui se trouve dans une très forte léthargie. C'est pour asseoir l'événement, c'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de relancer un peu les karaté Kyokushin Fekokakyo. Nous étions un peu en léthargie, mais maintenant nous sommes réveillés et nous voulons relancer toutes les activités telles que promis la fois passée. Sensei Dan était un peu dérangé. C'est comme ça qu'officiellement nous venons lui remettre tous les documents. Le dojo d'Engaliema sera le 11e que comptera la ville-province de Kinshasa, dirigé par Maître Dan Soki, qui n'a pas manqué de mots sortis de cet échange pour exprimer son euphorie et sa jouissance. Je suis très content. Je viens récupérer le dossier entre les mains de Chian Mongli, le dossier pour le fonctionnement de notre club Kyokushin Engaliema. Retenez que la Fédération congolaise de karaté Kyokushin projette une marche de santé en date du 18 juin. Question de remettre ses athlètes en activité avant la reprise du championnat national. Et bien voilà, j'espère que vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait du président d'honneur de la discipline karaté Kyokushin et non président honoraire comme l'a dit Lionel Ngolo dans ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est également la fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis.